Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus nombreux pour écouter Rebecca. Et merci Rebecca d'avoir accepté notre invitation à venir raconter ton métier. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. L'idée de ce live, c'est que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à utiliser, voire abuser du chat pour poser toutes vos questions et tout ce que vous avez voulu savoir à Rebecca. N'hésitez pas non plus à nous dire d'où vous nous écoutez. C'est toujours chouette de savoir où vous êtes en ce moment. Et aussi pourquoi vous êtes venu. Est-ce que c'est parce que vous connaissez le média Les Glorieuses? Est-ce que c'est parce que vous aimeriez vous lancer un média ou une newsletter? C'est toujours chouette de savoir vos attentes. Rebecca, pour commencer, et je suis ravie de te rencontrer parce qu'on ne se connaît pas encore, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours dans les grandes lignes et comment tu es arrivée à occuper ton poste aujourd'hui, à savoir CEO d'un média féminin? Oui, carrément. Alors, j'ai un parcours. Tu veux que je raconte, genre, depuis le lycée? Comme C'est tu le. veux. On n'a que 30 minutes, donc tu peux faire grande ligne. Alors, après le lycée, j'ai fait une prépa école de commerce OK? que j'ai quittée au bout d'un mois parce que j'ai détesté. D'accord. Et en fait, le seul truc, la seule école qui commençait au moment où j'ai arrêté, c'était une école Sciences Po. Et c'est vraiment la première pub qui m'est arrivée sur Google. Donc, j'ai cliqué dessus et j'ai intégré ça. Et à la fin de l'année, j'ai intégré Sciences Po à Toulouse. J'ai fait ça, enfin, voilà, j'ai fait ces études, quoi. Après, j'ai fait un master en économie internationale à Paris 1 et j'ai enchaîné sur une thèse en économie de la culture et des musées aussi à Paris 1. Et en fait, j'ai créé la newsletter des Glorieuses quand j'étais encore en thèse d'économie. Et D'accord. c'était vraiment la dernière année. Je ne sais pas si tu vois comment ça fonctionne une thèse, mais une thèse, on est prof pendant toute la durée de la thèse. Et puis, selon la bourse, on a d'autres activités. Moi, j'avais une bourse des monuments historiques qui était trop bien comme bourse. C'est la première année que ça existait. Et donc, je donnais à la fois des cours et en même temps, je travaillais pour des musées. Donc, moi, je travaillais pour le musée des arts et métiers. Et mon métier, c'était de travailler auprès du directeur du musée pour l'aider à élaborer une stratégie à long terme. Et genre, parfois, j'écrivais ses discours. C'était trop bien. Moi, j'aimais trop ce métier. Franchement, si jamais je devais changer de métier, je pense que je referais ça. De travailler pour quelqu'un qui est dans la lumière, et puis moi, je suis à côté, et puis je fais des petites choses. Voilà. Et donc, la dernière année, j'avais plus de cours à donner. J'avais plus trop de. Je crois que j'avais plus de travail au musée. Je pense que, en fait, c'est vraiment l'année de rédaction. On est très seul. Moi, ça me pesait beaucoup d'être seule, de passer mes journées à la bibliothèque, tout seul. Ouais. Et en fait, j'ai fait cette newsletter pour continuer à avoir un contact avec les personnes à l'extérieur, pour avoir un projet un peu plus dans l'immédiateté que la thèse, parce qu'au final, la thèse, on pond quelque chose au bout de 3 ans, quoi. Mm. Alors que la newsletter, bah là, c'était toutes les semaines. Et sur le sujet, moi, je sais que je commence à lire plein de choses qui existaient dans les médias, notamment nord-américains, sur la question du féminisme. Il y a des autrices que je lisais qui me parlaient énormément. C'était une période où j'essayais vraiment de comprendre, c'était il y a 8 ans, donc. J'essayais Ouais. vraiment de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être une femme, pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses vraiment qui ne me conviennent pas du tout et qui me tordent le ventre. Et en même temps, tout ce qui existait alors, bah, en fait, je ne m'y reconnaissais pas vraiment. Euh, voilà, il y avait Mademoiselle, mais Mademoiselle, c'était plutôt pour les ados, et moi, j'étais une jeune adulte. Il y avait aussi Elle, vraiment à Ouais. côté de la plaque. Ouais. Et ouais, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ça. Ok, hyper intéressant. Donc, tu as créé la newsletter pour être un peu moins seule, pour Ouais. avoir un rapport plus immédiat versus la longueur de la thèse et pour être un peu vers l'extérieur versus la solitude du thésard ou de la thésarde. C'est ça. Ok, et puis dans un paysage médiatique à l'époque où absence de médias féministes. Oui, je trouvais que j'avais peut-être quelque chose à apporter de différent. Et je pense que je pensais avoir quelque chose à apporter parce que j'y connaissais rien aussi. Je pense que je pense que c'est toujours la même idée. Quand on a une expertise d'un sujet, on a l'impression que tout a été dit, tout a été fait, et donc on n'ose pas trop se lancer. C'est vrai. Et je pense que c'est un peu le revers de la médaille de pas trop s'y connaître. Ben, en Mm, fait, on a moins de doutes, quoi. On se mm. dit, non, enfin, il n'y a pas. Et puis après, au fur et à mesure, je me dis, c'est quand même.
Mm. C'est drôle parce que c'est revenu au fur et à mesure de live cette semaine, en tout cas pour les métiers liés à la création, que ce soit surtout l'écriture ou tout ce qui est le champ un peu artistique, de la crainte de tout a déjà été fait. Mais en fait, non, parce que chaque personne avec sa subjectivité va éclairer un sujet différent, de manière différente. Je vois que les questions arrivent dans le chat. Il y a une question assez simple, mais très nécessaire quand même. Qu'est-ce qu'un essayiste? Ah, très bonne question. Moi-même, je ne sais pas un jour sur deux, mais en fait, je considère une personne comme essayiste quand son travail, c'est de faire un pas de côté par rapport à l'actualité et essayer d'analyser ce qui se passe avec des outils, de la littérature, de la sociologie, de l'économie, mais pour essayer d'apporter un regard, comme tu disais, un regard très subjectif et pas forcément, qui n'a pas vocation à devenir universel, mais juste un regard une interprétation en tout cas sur ce qui se passe dans la société. Ok. Je sais pas si ça fait sens. Si, si, c'est Ouais. enfin, je trouve ça très très clair. Si dans le chat ça l'est pas, dites-le nous. Mais moi j'ai trouvé ça très clair. La création, je voulais revenir sur un point. C'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à paralyser tous les créateurs et toutes les créatrices, le fait que tout a été analysé. Et j'ai une amie qui m'a dit récemment, en fait, c'est pas forcément le fait que tu vas faire quelque chose de différent. Il faut juste faire la paix avec le fait que ce que tu vas faire, ça a déjà été fait probablement. Et à partir du moment où tu fais la paix avec ça, ben en fait, c'est pas grave. Et effectivement, c'est pas grave s'il y a des doublons, quoi. Oui, bien sûr. C'est Surtout pas que très utile. c'est toujours pareil. C'est à un moment donné, tu vas produire quelque chose qui va rencontrer un public à ce moment-là, qui n'a pas forcément été touché par d'autres prises de parole par ailleurs. Et après, c'est toutes ces énergies qui fait que ce que tu crées trouve un public et est lu et aide des gens. Donc, tu nous racontes comment la newsletter elle a été créée, mais il y a eu du coup beaucoup d'années qui se sont écoulées depuis et elle est devenue un média très reconnu. Comment s'est passée cette transition de Rebecca, étudiante qui lance cette newsletter, à aujourd'hui un média qui te permet en partie de vivre? Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Oui, carrément. Alors, ça me permet de vivre complètement. J'ai pas d'autres sources de revenus autres que via Je n'ai pas cette. avancé, donc j'ai mis des... Ouais, non, mais si, t'as raison. Ah non, si, j'ai un autre revenu. D'ailleurs, je vais en parler après, mais vraiment, c'est assez marginal par rapport au reste. Et ben, honnêtement, la transition, elle a été très douloureuse. Je pense que quand j'ai créé la newsletter, je voulais pas du tout en faire une entreprise. Moi, j'ai deux parents qui sont entrepreneurs, pas qui sont des gros entrepreneurs, ils ont enfin, ils les ont plus, enfin, ils sont à la retraite. Enfin non, pas ma mère, elle me tuerait si voilà, donc bref, mais genre de petites, très petites entreprises. Et donc vraiment, je les voyais vraiment être au four et au moulin, bosser pendant les vacances. J'ai même vu ma mère devoir aller chez un client le jour de Noël. Et là, je me suis dit, en fait, je ne veux pas cette vie. Moi, je veux être chercheuse, je veux faire quelque chose sur le long terme, je veux avoir un impact différemment, mais je veux surtout pas être entrepreneuse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est vraiment un concours de circonstances parce qu'à la fin de ma thèse, donc à la fin de cette bourse que j'ai eue, j'avais quelques mois entre la fin de la bourse et ma soutenance de thèse. Je pense que la fin de la bourse, c'était en août et la soutenance de thèse, c'était de mémoire en novembre. Oui, c'était en novembre, carrément. Et donc, il y avait 2 mois et demi. Et donc, le système des universités est tellement formidable en France que vraiment, les profs te disent, bah, pour continuer à gagner de l'argent, donc payer ton loyer, tes frais, voilà, et ben en fait, va à Pôle emploi. Parce qu'en fait, tu vas toucher du chômage vu que c'était un contrat CDD. Et donc, ça permet de continuer à vivre jusqu'à ce que tu trouves ton emploi. C'est vraiment un super système. Hein. Personne s'est dit, ce serait cool de continuer jusqu'à la soutenance de thèse. Mais peu importe. Donc, j'ai fait ça. Je suis allée à Pôle emploi. Et en fait, donc, mon conseiller Pôle emploi vraiment ne comprenait pas ce que je faisais. Mais je comprends. Enfin, moi non plus, je ne comprenais pas ce que je faisais. Donc, enfin, vraiment, je ne mets pas du tout la pierre. Je ne jette pas du tout la pierre. En revanche, en sortant, j'entends un psst. Et je me retourne, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a une femme, vraiment, j'avais l'impression que c'était un film, quoi. Elle me dit, on se retrouve dehors dans 5 minutes. Ok, enfin, qui vous êtes? Et en fait, c'était une conseillère. Elle sort, en plus, vraiment, c'était génial l'interaction parce qu'elle sort, elle commence par sortir une cigarette, elle l'allume. Je pensais qu'elle allait me dire un truc de ouf et elle m'a dit en fait un truc de ouf. Elle m'a dit, oui, je suis abonnée à la newsletter des Glorieuses, ce qui était hallucinant parce qu'à l'époque, je crois qu'il y avait 5000 abonnés ou 6000 abonnés. Enfin, il n'y en avait vraiment pas beaucoup.
Et elle me dit, j'ai entendu ce que votre conseiller vous a dit, vraiment, ne l'écoutez pas, quoi. En fait, vous avez le droit à 2 ans de chômage pour toucher, je sais plus, vraiment, c'était pas beaucoup, mais je pense que c'était à peine 1 000 euros, vu que ma thèse, j'étais payée 1 250 euros par mois. Et elle m'a dit, utilisez cet argent comme si c'était un accompagnement de l'État à la création de votre entreprise. Donc, pendant 1 an, comme ça, pendant 2 ans, vous n'avez pas à vous soucier de vous payer. Pendant 1 an, vous essayez de voir s'il y a un modèle économique potentiel derrière ce que vous êtes en train de faire. Et si vous en trouvez un, vous faites en sorte de l'appliquer pendant la seconde année. Et à la fin de la deuxième année, si jamais tout se passe bien, et ben en fait, vous vous employez. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça a fonctionné. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé cette entreprise. Non, en fait, je n'ai même pas venu à l'idée de créer l'entreprise. C'est drôle parce que tu sais, enfin, c'est pas drôle, mais justement chez Chance, et c'était aussi l'idée de ces lives en coulisses, c'est en fait, on a tous rencontré des personnes dans notre vie qui, sans forcément le savoir, ont eu un impact décisif, et cette histoire en est une. Et d'où l'importance de partager, de rencontrer des gens, parce que ça crée des déclics, des opportunités. Donc, superbe histoire pour illustrer ça. Je permets de rebondir, par contre, quand tu disais ma newsletter, à ce moment-là, elle était toute petite, j'avais à peine 5 ou 6 000 lecteurs. Non, pardon, non, c'est pas petit, ouais. Non, mais c'est pas grave. Mais du coup, mais c'est drôle. Mais ma question, c'est comment tu as fait déjà pour, alors que tu étais pas connue, pour conquérir 5 000 personnes? Comment tu as réussi à être connue au début? Et ben, au début, j'ai envoyé un message à toute ma famille et à tous mes amis en disant, je viens de lancer cette newsletter, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et donc, franchement, à peu de personnes près, tout le monde s'est abonné quand même. Je crois que ma mère s'est abonnée 5 fois au début. Donc, j'avais vraiment 5 personnes, 5 adresses mail qui appartenaient à ma mère. Et après, en fait, ça a été vraiment le bouche à oreille. Et encore aujourd'hui, le premier canal d'acquisition, c'est le bouche à oreille. Donc, c'est vraiment des personnes qui vont transférer la newsletter parce que c'est un sujet qui leur a parlé. Et les personnes qui vont recevoir la newsletter en disant « Ah, bah, ça pourrait peut-être m'intéresser de les recevoir. » Et après, il y a des moments aussi où ça intéresse plus les gens et donc ils se désabonnent. Au début, c'était vraiment un déchirement de cœur à chaque fois. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui se réabonnaient ensuite, j'étais là genre « Cool !» En fait, c'est des moments de vie. Parfois, on a envie de recevoir des thématiques liées au féminisme dans sa vie, et puis parfois non. Et en fait, c'est complètement OK, quoi. Et voilà, en tout cas, le premier, c'est le bouche à oreille. Et puis après, ce qui nous a permis de passer de 200 ou 300 à un peu plus de 1000 abonnés, c'est un article dans Chic Magazine qui a fait un article trop sympa sur la première newsletter féministe, je sais pas quoi. Et ben ça nous a permis d'arriver à 1000. Et puis après, et en fait, on a aussi fait des prises d'opposition. Je me souviens dès le début, au bout de quelques mois, il y avait eu dans les régions du Sud-Est, c'était Marion Maréchal Le Pen, c'était pour les régionales de 2015. Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen commençaient à adopter un discours très féministe en disant on est les premières femmes à la tête de parti, on est là pour les femmes, parce que d'un point de vue stratégique, pour gagner, elles avaient besoin de faire grandir l'électorat féminin, malheureusement elles arrivent à faire. Et donc en fait, moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je suis allée regarder tout ce sur quoi elles avaient voté dans les dernières années, quand elles avaient du pouvoir, afin de montrer que quand c'était des questions sur des questions politiques qui pouvaient vraiment améliorer la vie des femmes, genre l'avortement, l'égalité professionnelle, et en fait, elles votaient systématiquement contre. Et donc en fait, je voulais mettre en lumière leur hypocrisie. Et ça a eu pas mal de répercussions. Et c'est vrai que ça nous a permis de passer, je crois, de 2000 à 5000 abonnés, quelque chose comme ça. Quand on t'écoute, tu utilises le on. Donc, du coup, ça m'invite à poser la question de combien de personnes il y a derrière les Glorieuses et à partir de combien de temps tu as pu avoir d'autres personnes que toi-même. Ce qui rejoint la question de Sandy dans le chat, combien de collaborateurs composent le média? Oui, alors aujourd'hui, on est 2 personnes en salarié, donc dont moi. Et l'autre personne, c'est Mégane Clément. Mégane, c'est une journaliste féministe qui travaille sur les questions féministes depuis plus de 15 ans. C'est une des premières journalistes féministes dans le monde. Elle a travaillé au Guardian. Elle est anglaise et australienne, donc elle a travaillé plutôt pour des médias étrangers avant de rejoindre l'équipe. Et elle dirige la newsletter Impact. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est trop bien. C'est une newsletter qu'elle fait en collaboration avec des journalistes qui sont basés un petit peu partout dans le monde. Et en fait, elle propose toutes les semaines soit une interview d'une activiste féministe basée à un endroit dans le monde. C'est très international.
soit les actualités féministes qui se passent un peu partout dans le monde. Et l'idée, c'est de comprendre l'évolution des politiques publiques et l'impact sur la vie des femmes. Et en fait, l'objectif de cette newsletter, c'est vraiment de regrouper la communauté des activistes féministes dans le monde pour se dire que quand il y en a une qui a une action en cours à un endroit, et ben en fait, elle ne se sent pas toute seule parce qu'elle a toute cette communauté derrière et nous, on se propose d'en faire l'écho. Donc voilà, il y a Megan. Elle est accompagnée de Agustina Ordoqui, qui est une journaliste argentine, qui est absolument formidable, qui bosse incroyablement bien. Et il y a Alice aussi qui complète l'équipe et qui travaille en freelance en revanche, et elle s'occupe des réseaux sociaux. Après, il y a d'autres personnes qui collaborent, mais de manière plus sporadique. Ok. Par exemple, on a une traductrice pour la newsletter Impact parce qu'elle est disponible dans deux langues, en français et en anglais. On a aussi une journaliste pigiste qui écrit pour la newsletter des Petites Glos. Et on a un comptable aussi. J'essaie de penser à toutes les personnes. Non, Beaucoup de mais choses. intéressant de voir que du coup, tu as une équipe réduite et après, ponctuellement, des freelances ou d'autres personnes qui peuvent venir donner un coup de main. Donc, tu nous expliques que grâce à cette rencontre inopinée à Pôle emploi, tu sais que tu peux avoir 2 ans de chômage, le temps de faire essayer d'émerger ton média pour en vivre. Est-ce que tu as réussi, du coup, dans ces 2 ans, à monétiser ta newsletter? Est-ce que je sais plus. Ce que je sais, c'est qu'au départ, quand j'ai créé l'entreprise, c'était en 2018. Donc, Gloria Media, c'est le nom de l'entreprise qui produit la newsletter. Je sais qu'au tout début, on avait eu une bourse qu'on avait réussi à avoir, qui s'appelle la bourse émergence, que je vous encourage vraiment vivement à demander quand on crée un nouveau média. Je crois qu'on peut la demander dans les 2 ou 3 premières années de création de son média. Moi, je faisais partie vraiment de la première cohorte de personnes qui a reçu cette bourse-là, et ils nous ont donné, j'ai oublié le montant. Et après, sinon, si on avait eu un autre client aussi, et le premier client qu'on a eu, c'est une entreprise pour faire du sponsoring dans la newsletter des Glorieuses. Ok. Donc, j'avais réussi. Après, c'était pas des sommes incroyables, mais suffisamment en tout cas pour pouvoir m'embaucher. Oui, et puis c'est encourageant parce que ça montre que ça peut intéresser des marques. Oui, carrément. Et aujourd'hui, enfin, du coup, quelles sont les différentes sources de revenus pour que ton entreprise puisse, enfin, pour que tu puisses être sereine dans ton quotidien? Alors, en fait, on a 3 sources de revenus. La première source, ça va être des fondations qui vont soutenir du journalisme féministe. Par exemple, on a la fondation qui s'appelle le New Venture Fund, qui finance intégralement la newsletter Impact, qui coûte le plus cher à produire. C'est vraiment ce qui coûte le plus cher à produire. Donc, vraiment, tous les sous de la fondation sont dédiés à la production de cette newsletter. On a aussi une autre fondation, la Fondation L'Oréal, qui finance intégralement la newsletter des Petites Glos, donc qui est une newsletter à destination des ados, des filles et des garçons, et qui parle exclusivement de la santé mentale. Quand c'est des financements de fondation, en fait, ce que ça signifie, c'est qu'il n'y a pas de retour sur investissement pour eux. Il n'y a pas de pub ou il n'y a pas de pub, c'est tout. Donc ça, c'est la première source de revenus. La deuxième source de revenus, ça va être du sponsoring de newsletter. C'est ce que parfois, je ne sais pas si vous êtes abonné à la newsletter, mais parfois vous allez avoir des bannières ou alors des encadrés avec des informations de partenaires. En ce moment, par exemple, c'est le Fonds L'Oréal pour les femmes qui est sponsor de la newsletter, et on promeut un podcast qui s'appelle Se Révéler, qui est trop cool en plus, qui met en avant des entrepreneurs dans le social qu'on soutient. Enfin, donc c'est vraiment tout bénéf. Je suis très contente de faire ça. Et la dernière source de revenus, en fait, c'est un peu ce que j'appelle des revenus pas récurrents, parce qu'en fait, ça va être des personnes qui vont venir nous voir et qui vont nous demander des services qui seront rémunérés. Donc, par exemple, je donne des exemples parce que c'est assez vague. Mais par exemple, une entreprise qui va dire « Ouloulou, c'est le 8 mars, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que ça vous dirait de faire une conférence sur l'invisibilité des femmes dans le monde de l'art ?» Je dis ça parce que ça s'est vraiment passé. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je dis oui ou pas. Ça dépend en fonction de si j'ai le temps, si j'ai l'envie, ou si j'ai besoin de l'argent aussi. Hein, généralement, ça motive. Et voilà, donc ça, c'est un type de service, mais ça peut être d'autres types de services. Ça peut être... ça peut être d'autres. Ça peut être des conseils aussi d'entreprise. Donc vraiment, c'est en fait vraiment séparé du média, quoi. C'est pour ça que j'appelle ça du business non récurrent, parce qu'on ne fait pas de démarche et c'est juste je reçois les demandes et voilà, et je les traite.
Mais hyper intéressant. Donc, les fondations, les marques et les éventuels revenus non récurrents, par exemple, pour être speaker dans des conférences, parce que tu apportes du coup la crédibilité sur ton nom. OK. N'hésitez pas dans le chat si vous avez quelques dernières questions, parce qu'il nous reste 7 minutes pour tenir le court délai de 30. Aujourd'hui, cette semaine, avec ces lives en coulisses, c'est de parler de la réalité pour enlever un peu les fantasmes positifs ou négatifs sur les métiers. Toi, aujourd'hui, même si c'est évidemment subjectif, quelles sont les parties qui t'énergisent, qui te rendent vraiment épanoui dans ce que tu fais, et quelles sont les parties que tu trouves plus difficiles et plus pesantes? Et ben carrément. Les parties positives, c'est quand je fais vraiment le cœur de métier, enfin ce pourquoi j'ai créé ce que je fais aujourd'hui. Donc ça va être plus une partie où j'écris, où je fais des recherches, où j'interviewe des personnes que je trouve absolument incroyables pour les publier dans la newsletter. Les moments où je fais des conférences aussi, par exemple, j'ai fait une conférence le mois dernier au FRAC d'Orléans sur les femmes et l'histoire de l'art, et j'adore en faire ce genre de choses. Vraiment, ça me motive trop. De rencontrer les personnes aussi qui lisent la newsletter, ça me motive trop. De C'est ton l'écrire, évidemment. Ouais, ça, j'aime trop. Qu'est-ce qui me motive d'autre? Euh, C'est déjà pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Ok, cool. Et dans les choses qui te pèsent et qui sont plus difficiles dans ton quotidien? Bah alors là, j'ai une longue liste. Très longue liste. C'est important aussi, hein, de le dire. Franchement, j'ai vécu des trucs pro qui ont été très difficiles, et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, et je pense que je m'en remets d'ailleurs à peine tout doucement, et je m'autorise à m'en remettre aussi parce que je suis devenue très bienveillante envers moi-même, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Des choses qui sont plus compliquées, c'est la comptabilité, ça me gonfle. Et alors que c'est quand même une énorme partie de mon travail, genre de relancer les clients pour les factures impayées. Franchement, j'ai fait ça hier, ça m'a pris 1 heure. Enfin, c'était si relou. En fait, c'est des factures qui sont pas payées depuis 1 an et demi, genre comme si j'avais que ça à faire en fait. Ça m'énerve. Voilà, donc ça vraiment, j'aime pas du tout la comptabilité. Faire les budgets. Enfin, faire les budgets, en fait, il y a un petit côté satisfaisant, genre ouf, et puis un petit côté ouh, ça fait peur. Ouais, faire tous les trucs de facture, envoyer les factures, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Sur le côté commercial, moi, ce que j'aime bien, c'est trouver des nouveaux projets avec des clients. Ça, je trouve ça hyper passionnant. Ce que j'aime moins, c'est genre faire le suivi après, euh, de faire les factures, encore une fois. Ça, j'adore pas. J'ai en train de faire la liste de tout ce que j'ai fait cette semaine. Il y a un autre truc, par exemple, en fait, pour beaucoup d'éléments, soit j'ai appris à l'aimer, soit ça reste compliqué. Typiquement, le fait de parler en public ou de parler dans les médias, c'était une source d'angoisse totale avant. Et maintenant, en fait, parfois j'adore. Et parfois, en fait, j'ai ces angoisses qui reviennent. Par exemple, tous les jeudis soirs ou tous les mercredis soirs. Enfin, ça dépend des semaines, mais j'interviens sur RTL dans une émission On refait le monde. Et donc, en fait, c'est des sujets d'actualité et on est 3 personnes autour de la table et on nous demande notre avis sur des choses. Et en fait, moi, ça me stresse parce qu'en fait, je déteste donner mon avis sur des sujets dont je ne suis pas experte. J'ai l'impression de dire des banalités, de dire vraiment que ce que je dis est complètement inutile. Et puis après, parfois, c'est des sujets trop bien. Genre, par exemple, l'autre fois, c'était sur les congés menstruels en entreprise. Et ben du coup, j'ai pu faire genre un exposé sur les congés menstruels en entreprise et j'ai adoré faire ça. Je pense que s'il y a quelque chose sur lequel je dois vraiment travailler aujourd'hui, c'est accepter les aléas de l'entrepreneuriat, de faire des trucs que parfois en fait t'aimes bien les faire et parfois t'aimes pas les faire. Et je pense que en tout cas pour moi c'est compliqué parce que je pense que je suis assez sensible comme personne et donc je ressens tout beaucoup et très fort. Mm. Mais après ça fait que les belles choses, bah, je les ressens aussi très très fort. Donc c'est un côté assez positif. Et un autre truc avec lequel je suis toujours pas tout à fait OK, c'est l'exposition. Et typiquement, aujourd'hui, j'utilise plus trop mes réseaux sociaux. Instagram, j'y suis plus. Twitter, j'y suis plus. LinkedIn, j'y suis un peu encore. Mais en fait, j'ai arrêté les réseaux sociaux. Et ça m'a fait beaucoup de bien par rapport à l'exposition.
Et sur le côté financier, le fait d'être entrepreneur avec des revenus plus ou moins assurés, c'est source d'angoisse ou ça, tu as réussi à le canaliser? C'est une petite source d'angoisse quand même, hein. Surtout quand on a des salaires à payer qui ne sont pas les nôtres. Ça, à la limite, si on n'a que nous, c'est pas grave. Mais les salaires des freelances et tout, non, ça fait quand même. Non, ça me stresse toujours autant. Mais c'est un stress que j'arrive à tourner en... Moteur? Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas un stress qui me paralyse, contrairement à d'autres stress qui me paralysent, même dans mon métier d'ailleurs. Ça me Ok. motive. Quel stress, par exemple, te paralyse? Le harcèlement sur les réseaux sociaux. Ah, ok. Ça, Ouais. vraiment, Ouais. ça me fait des crises d'angoisse. Ouais, je comprends, c'est dramatique à quel point caché derrière un écran, les personnes se déchaînent. Vaste sujet qu'on va sortir du live pour rester sur des ondes positives. Pour terminer, dernière question. Il y a Mathilde qui nous demande, selon vous, est-il préférable de lancer son média en étant en poste pour voir si ça prend ou s'y concentrer à 100% pour se donner toutes les chances? Est-ce que c'est sur un thème particulier ou il n'y a pas de thème que... Mathilde n'a pas précisé le thème, non. Euh, je sais pas. Enfin, en fait, je pense que ça dépend vraiment des personnes et ça dépend vraiment des situations. Moi, je l'ai fait quand j'étais encore en thèse. Ça me permettait aussi de un peu tâter le terrain, de voir ce qu'on avait envie de faire. Mais en fait, c'est un peu un biais féminin aussi que de faire ça, quoi, de tester quelque chose. Mais c'est pas un biais féminin en mode les femmes n'osent pas, mais c'est plutôt, il y a une réalité du marché qui fait que les projets de femmes sont moins financés et font moins l'objet d'investissement que les projets faits par des hommes, quoi. Ouais. Euh, c'est une réalité économique. Donc, c'est compliqué en fait de se lancer à 100% dans un projet sans revenu et donc à savoir sans investissement, parce qu'au départ, on n'a que des investissements possibles. Euh, Moi, je suggérerais de tenter de faire une levée de fonds, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que les femmes ne fassent pas l'objet d'investissement. Je pense qu'il faut vraiment le tenter. J'encourage vraiment les femmes à le faire et à aller voir des collectifs qui existent sur ces questions, à ne pas hésiter à aller voir des fonds d'investissement pour être accompagnés ou des banques d'affaires pour être accompagnés, de faire cette partie quand on est en poste et une fois qu'on a l'argent, de se salarier en premier et après de lancer son média. Si jamais si jamais j'avais l'occasion de refaire ce projet, je le ferais comme ça avec la connaissance que j'ai aujourd'hui. Donc c'est impossible. Mais voilà. Non, mais super conseil, merci beaucoup. Et c'est un éclairage encore nouveau, parce que du coup, t'as pas répondu sur la A ou B, mais tu as fait une alternative C. Et j'invite beaucoup, vous aurez accès à tous les replays de la semaine de live. Et il y avait notamment des entrepreneuses et des investisseuses qui, justement, parlaient de tous ces sujets, de l'entrepreneuriat féminin, des barrières qu'on se met nous-mêmes. Et en plus, souvent, c'est des mots qui font peur, investisseurs. Et aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé. Il y a beaucoup par exemple, je pense à Sista ou d'autres entreprises comme ça qui sont spécialisées sur l'entrepreneuriat féminin. Et c'est beaucoup de ressources qui peuvent être aidées, accompagnées. Et comme d'habitude, en fait, les rencontres, les échanges, la sororité autour de tout ça aident à trouver l'énergie pour se lancer. Merci beaucoup, Rebecca. Je vois qu'il y a plein de merci dans le chat. Ah, bah merci. Et Merci. n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Mon mail, il est très simple, c'est rebecca.amselem@lesglorieuses.fr. Si vous avez des questions sur quelque chose que vous voulez entreprendre ou vraiment, je réponds. Je mets un peu de temps à répondre, mais je réponds. Je promets. Merci beaucoup, Rebecca. Et vous pouvez retrouver donc les Glorieuses ou Rebecca aussi sur LinkedIn. Et encore merci pour ton temps et de nous avoir raconté ton métier. Merci à toi. Merci à vous Allez, tous et toutes. merci, au revoir. Au revoir.